Donnez-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans et je vous montrerai quel homme il sera. Votre vie est le résultat de vos comportements subconscients. Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. Tomber amoureux est l'équivalent de prendre la pilule rouge. Car biologiquement, cela vous maintient en état de pleine conscience, ça vous maintient éveillé. Il n'y a pas de gène pour le cancer, c'est totalement faux. Je peux vous le dire aujourd'hui, il n'y a pas de gène qui provoque le cancer. Vous devez avoir des stimuli provenant de votre style de vie. Le stress est chimique, il fait que les vaisseaux sanguins se resserrent. Si vous comprenez l'épigénétique, vous n'avez plus besoin de l'industrie pharmaceutique, vous pouvez guérir vous-même sans médicaments. Absolument. C'est vraiment un ajustement de conscience, pas un ajustement de votre biologie interne. Le cerveau est le chimiste, changez votre vision et vous changerez votre chimie. L'industrie pharmaceutique a le monopole de la médecine. Si vous pouviez mettre ce genre de guérison dont je vous parle dans une capsule, il vous en parlerait. Un gène est une empreinte. Un gène n'est pas une mesure de l'évolution. Quelle est la mesure? La conscience. 7 milliards d'êtres humains se réunissent pour former un super-organisme appelé humanité. C'est le paradigme de notre évolution, c'est vers cela que nous allons. Bonjour, je suis Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est le Dr Bruce Lipton, le biologiste des cellules souches et un auteur de best-seller qui promeut l'idée que les gènes et l'ADN peuvent être manipulés par la croyance d'une personne. Vos recherches novatrices sur le clonage de cellules souches accélèrent le nouveau domaine révolutionnaire de l'épigénétique. Vos livres, Biologie des croyances, Évolution spontanée et l'effet lune de miel, expliquent le processus par lequel notre conscience et nos perceptions contrôlent notre santé, nos gènes et l'essence de nos vies. Bruce, bienvenue. Je suis très heureux d'être ici, car nous avons de bons sujets à aborder. C'est excitant. J'ai hâte. Et vous savez, j'ai été assez confus avant de faire cette interview. Car je viens de deux mondes différents. Laissez-moi vous expliquer, vous comprendrez mieux, et pourrez m'expliquer comment vous voyez les choses. Donc, comme je le disais plus tôt, je suis allé à l'école, sur la côte Est, au MIT. J'ai appris les choses en tant qu'ingénieur, j'étais un enfant de science, et on m'a appris que les choses étaient faites de telle ou telle façon, et que c'est comme ça que le monde fonctionnait. Et pourtant, ces 6 dernières années, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont des points de vue incroyables à propos de la conscience, de la spiritualité, de l'énergie. Puis, je vous entends parler de l'ADN, qui me fut enseigné comme une chose à part. Et maintenant, la conscience, les perceptions, les croyances, et comment cela affecte ma biologie. 2 parties de mon cerveau entrent en conflit. Je suis sûr que cela vous arrive souvent. Dans un sens, c'est comme si la science, qui fut ma religion, est fausse. Mais une partie de mon cœur sait que ce n'est pas vrai. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est très intéressant, car j'ai déjà eu affaire au problème de devoir enseigner à des étudiants en médecine. Entrer dans la salle de classe et leur enseigner le cursus conventionnel. Le vieux discours qui est que les gènes contrôlent nos vies. Donc, j'entre et je leur enseigne cela. Mais quand je retourne à mon labo et observe mes études sur les cellules souches, les conclusions de mes recherches révèlent que l'environnement dans lequel les cellules vivent détermine l'activité génétique. C'est donc à l'opposé de ce que j'enseignais à l'école de médecine, et la différence est flagrante. L'histoire conventionnelle raconte que tout le monde a un programme génétique qui s'active et se désactive de façon déterministe et que cela contrôle leur vie. Donc, si vous y croyez, et j'y ai cru quand j'enseignais cela, cela signifie que nous sommes des victimes. Victimes de notre hérédité. Vous n'aimez pas quelque chose chez vous, vous ne pouvez rien y faire. Et les gènes s'activent et se désactivent tout seuls. Soudainement, votre vie n'est plus sous votre contrôle, ce sont les gènes qui décident. Et beaucoup de gens se sentent comme cela, ils regardent l'histoire de leur famille et se disent « Mon Dieu, je peux moi aussi avoir les gènes du cancer, ou quoi que ce soit d'autre. » Exact. Et certaines choses comme les tests ADN renforcent cette idée. Vous pouvez commander un kit ADN et vous verrez toutes vos failles génétiques. Car j'ai fait le test ADN, et les gens me disent « Es-tu supposé d'avoir toutes ces choses ?» Et je leur dis que je n'ai même pas regardé, car ça n'y changerait rien.
Bien sûr que si, car comme la conscience est impliquée, je peux nourrir votre esprit avec l'idée que vous êtes susceptible à quelque chose. Je peux vous influencer avec l'idée que cette pilule que ce laboratoire pharmaceutique vient de sortir est la meilleure chose au monde pour régler votre problème. Je vous donne cette pilule et vous allez mieux, puis, plus tard vous apprenez que c'était une pilule de sucre, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Cela signifie que vous n'avez pas guéri grâce à la pilule, mais grâce à la croyance que vous aviez dans cette pilule. Voici donc tout l'effet du placebo. Et au moins un tiers de toutes les interventions médicales réussies sont le produit de l'effet placebo. Tout le monde dit qu'il connaît l'effet placebo. Bien sûr, mais c'est surtout le résultat d'une pensée positive. Et qu'en est-il de la pensée négative? Personne n'en parle, mais la réalité, c'est qu'elle est tout aussi puissante pour influencer votre biologie interne que la pensée positive. Mais elle agit dans le sens inverse. Une pensée négative est appelée l'effet nocebo. Cela peut provoquer n'importe quelle maladie, et vous pouvez en mourir. Si vous croyez que vous allez mourir, vous pouvez mourir de cette croyance. Nous devons donc faire attention, car les psychologues nous disent que 70% ou plus de nos pensées sont négatives et redondantes. Nous rejouons en boucle les mêmes pensées négatives. Si les pensées n'avaient rien à voir avec cela, ça irait mieux. Mais les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent notre biologie. Alors d'un coup, vous vous dites, il est temps de se réveiller, car nos pensées négatives créent une expérience de vie négative. Oui, je pense que c'est vrai et j'aimerais qu'on en parle. Mais de retour à la génétique, quand vous en parlez aux gens, je suppose que comme vous l'avez dit, on nous a raconté très tôt lorsque cette chose prodigieuse est sortie, que c'était une double hélice, et que ça déterminerait toute notre destinée. C'est arrivé dans les années 60, 70. Et aujourd'hui on croit encore que c'est une chose fataliste, mais vous êtes ici pour nous dire que non, ce n'est pas déterminé. Il y a d'autres choses à prendre en compte dans ce qui fait que votre ADN contrôle votre futur, n'est-ce pas? À 100%. Mais je ne dis pas cela seulement aujourd'hui, je le disais déjà quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 1970. Et mes recherches étaient toujours les mêmes, je prenais des cellules souches ou des cellules embryonnaires, elles n'avaient aucun potentiel tant qu'on ne les incluait pas dans un environnement. Puis, dépendamment du moyen et de la chimie de culture, je pouvais faire en sorte que la cellule devienne une cellule musculaire. Changer le moyen de culture fait que cette même cellule deviendra une cellule osseuse. Modifiez-le encore, et vous obtiendrez une cellule graisseuse à partir de la même cellule. Donc génétiquement, la cellule était toujours la même, c'est juste l'environnement qui changeait. Et j'ai commencé à parler de ça, bien avant que la nouvelle science nommée épigénétique soit arrivée dans les années 90. J'avais donc 20 ans d'avance, et bien sûr, mes collègues me prenaient pour un fou. Car tout le monde s'appuyait sur le dogme habituel, et moi j'arrivais avec un autre point de vue sur le sujet. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de banal. Le seul problème étant que quand vous investissez autant d'argent dans un système de pensée, et que ce système se trompe, vous avez tout essayé aussi longtemps que vous le pouviez. Car vous aviez investi des centaines de milliards de dollars dans cette croyance, vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain. Donc, c'est un combat de tous les jours, mais la vérité commence à se faire connaître car le public devient plus conscient de cela. C'est une véritable révolution, car, comme je le disais, si vous croyez que vos gènes contrôlent votre vie, vous êtes une victime de votre hérédité. Pourriez-vous expliquer ce qu'est l'épigénétique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Quand je dis que les gènes nous contrôlent, c'est dû à la croyance que les gènes font de nous ce que nous sommes. Quand je dis que c'est l'épigénétique qui contrôle, ça sonne presque pareil. Mais épi signifie au-dessus. Alors, quand je dis que l'épigénétique contrôle, ça signifie que ça prend le dessus sur les gènes. Et c'est ce que nous reconnaissons actuellement. L'environnement, plus particulièrement notre perception de l'environnement modifie notre activité génétique. Ça veut dire que finalement nous ne sommes pas des victimes, car si je peux changer mon environnement, je peux changer mes perceptions. Et si je peux faire cela, je peux contrôler mes gènes. Nous passons alors de victimes à des maîtres. De la génétique à l'épigénétique. Ok, je viens d'avoir un fils, il est né il y a 3 jours. Il est magnifique, bien sûr. Mais je me demandais, si j'avais eu le même enfant il y a 2 ans de cela. Serait-il né avec les mêmes gènes? Aurait-il été le même, fait à partir de mon code génétique? Car, je ne pourrai jamais changer cela, peu importe à quel point je pense positivement. Est-ce vrai? Pas vraiment. Vous pouvez changer. Suffisamment pour les lui transmettre différemment? Oui, vraiment différemment. Par exemple, quand les parents ont un seul enfant, ils l'élèvent comme leur premier enfant. Après ça, s'ils ont un deuxième enfant, ils ont déjà connu l'expérience d'élever un enfant. Alors, ils élèveront le deuxième enfant différemment de la façon dont ils ont élevé leur premier. Et ainsi de suite pour tous les suivants. Ça veut dire que je peux commencer avec la même génétique, les mêmes cellules souches, mais c'est l'environnement dans lequel les gènes se trouvent qui va déterminer l'expression génétique.
Ok, donc ces deux garçons pourraient exprimer leur génétique différemment. Ils deviendront deux personnes différentes, mais ils auront les mêmes chromosomes et la même structure d'ADN. Exact. Ce que les gens doivent comprendre avec l'épigénétique, c'est que ça change la lecture du gène, ça ne change pas le gène lui-même. Si vous êtes né avec un gène X, vous aurez toujours ce gène X, mais comment ce gène s'exprimera-t-il? Ça dépendra de votre style de vie, votre personnalité, votre comportement, votre environnement. C'est pourquoi obtenir une lecture de vos gènes. En fait, l'un des grands chercheurs principaux sur le génome humain, quand il reçut la carte de ses propres gènes, a dit qu'il s'est mis à rire en voyant ça. Il dit qu'en voyant ça, il ne pouvait pas dire s'il avait des yeux bleus ou marrons. Il pouvait lire tous ses gènes, mais ne pouvait pas savoir quel résultat serait à venir. Car ce sont les gènes plus l'environnement, s'il ne s'agissait que des gènes, je pourrais vous dire exactement ce qui va vous arriver. Mais, la plupart d'entre eux peuvent changer. Selon où vous vivez, et comment vous vivez, par conséquent, il n'y a que 7 maladies qui sont causées par un gène. Telles que l'hémophilie, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de Tay-Sachs. Vous avez donc 7 grandes maladies reliées à un seul gène. Si vous avez ce gène, et que votre lecture génétique montre que vous l'avez, vous allez donc devoir vivre avec ces maladies. Les autres maladies sont dues à plusieurs gènes. Le cancer est dû à un minimum de 12 à 14 gènes, ce n'est donc pas un accident. Vous ne pouvez pas juste modifier un gène pour avoir le cancer. Vous devez modifier 12 ou 14 gènes. Donc, la probabilité que ce soit dû au hasard, non, nous avons créé un cancer. Alors, nous pouvons le faire disparaître aussi, des gens ont des rémissions spontanées. Et ils y arrivent non pas en changeant leur biologie, mais en changeant leur état d'esprit. D'accord, mais si je suis né caucasien, avec les yeux bleus, ça, je ne peux pas le changer avec l'épigénétique? Non. Pas si facilement. Séparons les gènes en deux catégories. Il y a les gènes qui font le corps physique. C'est comme un robot, c'est une machine, ok? Puis il y a des gènes qui vont répondre et se comporter différemment selon les problèmes rencontrés. Ce sont ceux-là qui sont modifiables. Nous les changeons au jour le jour, selon nos comportements et les conséquences de nos comportements. Ça ne change pas les gènes, mais ça change l'expression du gène. Donc, pour faire simple, un gène est une empreinte, c'est le plus grand problème au monde, car beaucoup de gens se font à l'idée qu'un gène, ce n'est qu'une illusion. Il y a ces choses qu'on appelle des gènes, qui s'activent et se désactivent. Mettons les choses au clair. Le corps est fait de 100 000 différentes protéines construisant des blocs. C'est comme un assemblage géant de petits Lego. 100 000 pièces différentes. Vous pouvez assembler ces pièces de telle façon et faire une cellule musculaire. Les assembler d'une autre façon pour en faire une cellule cérébrale. Vous pouvez les assembler de différentes façons, ces pièces s'appellent des protéines, ce sont des pièces complexes. On se demande alors d'où viennent ces protéines, et la réponse se trouve dans l'ADN. C'est une structure qui fabrique les protéines. C'est là que ça se complique, car c'est une structure codée, c'est exactement ce que c'est. En quoi c'est pertinent? Eh bien, si vous alliez voir un architecte, il est en train de travailler sur un plan. Vous regardez par-dessus son épaule, et vous dites, « Excuse-moi, est-ce que ton plan est activé ou désactivé ?» Il vous regarde alors comme si vous étiez fou, c'est un plan, il ne peut pas s'activer ou se désactiver. Précisément, un gène, c'est comme un plan. Il ne peut pas s'activer ou se désactiver tout seul. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc, l'idée d'avoir donné tout ce pouvoir à un simple plan a été une erreur pendant toutes ces années. Nous ne sommes pas concernés par le plan. C'est celui qui lit le plan qui l'est. Je me dis alors, qu'est-ce qui dans ma biologie lit le plan? La réponse, c'est l'esprit. Parlez-moi de votre parcours lors de la découverte de l'épigénétique, et votre livre, Biologie des croyances. Vous avez dit plus tôt que vous avez enseigné une chose à vos étudiants, et qu'en même temps dans votre labo, vous découvrez d'autres choses. Comment avez-vous réussi à parler de cette découverte? Comment a-t-elle été reçue? Aujourd'hui, vous êtes allé tellement loin dans ce domaine, grâce à l'éveil de votre conscience. Cela ne fait que 30 ou 40 ans que j'ai découvert ça, j'ai donc eu beaucoup d'opportunités de travailler sur le sujet. Mais l'idée, c'est juste de transmettre mon expérience de laboratoire sur un corps humain pour voir si ça marche. Une cellule souche est une cellule embryonnaire. Nous avons des milliards de cellules souches dans notre corps. Là, tout de suite. Peu importe votre âge. La raison est simple. Chacun de nous, chaque jour, perd des centaines de milliards de cellules. Usure et mort normale d'une cellule. Pendant que nous parlions, nous avons perdu environ 1 milliard de globules rouges. Et ces cellules doivent être remplacées. La muqueuse du tube digestif, 7 mètres de muqueuse. Ces cellules sont remplacées tous les 3 jours. C'est presque 1 trillion de cellules. Nous en perdons chaque jour des centaines de milliards. Combien de jours pourriez-vous tenir sans remplacer ces cellules? Pas très loin. C'est pourquoi nous avons des cellules souches embryonnaires qui vont tout remplacer. Voici ce qu'est une cellule souche.
Donc, j'isole une cellule souche in vitro et je la place en milieu de culture. C'est important, car nous allons parler de la connexion. Le milieu de culture est équivalent au sang. Si je fais croître des cellules humaines, je regarde de quoi est fait le sang humain et j'en reproduis une version en laboratoire. Si je fais croître des cellules de souris, je regarde la composition du sang de souris pour en faire un médium équivalent. Je fais donc le médium. Et comme c'est moi qui le fais, je peux en changer la composition. Je le synthétise. Voilà ce que j'ai fait. J'ai donc mis une cellule souche seule en culture, et elle se divise toutes les 10 à 12 heures. Elle commence par 1, puis 2, puis 4, 8, 16, ça double, pendant une semaine, 30 000 cellules en culture, mais elles sont toutes génétiquement identiques. Car elles proviennent de la même cellule souche, j'obtiens donc 30 000 cellules génétiquement identiques. Je les divise ensuite en 3 cultures, j'ai donc maintenant 3 cellules identiques isolées. Mais je change la composition du milieu de culture, un tout petit changement chimique. Et ce, pour chaque culture. J'ai donc des cellules génétiquement identiques, mais dans 3 milieux de culture différents. La première culture donnera alors du muscle, la deuxième donnera de l'os, et la troisième fera des cellules graisseuses. Vous vous demandez alors ce qui contrôle leur destin? Elles étaient toutes génétiquement identiques. Donc, ça n'a rien à voir avec les gènes, elles avaient toutes le même gène. La seule chose qui a changé, c'est l'environnement. C'est donc ainsi que ces gènes ont été exprimés. Oui, mais c'était une réflexion de leur environnement. La cellule s'ajuste donc à l'environnement, changez l'environnement et vous changerez l'ajustement. Vous avez donc eu cette prise de conscience lorsque vous avez observé cela. Qu'en disaient vos collègues à l'académie? Ils me prenaient pour un gars bizarre, vous savez, car ils étaient tous trop centrés sur les gènes. Les gènes, c'était avant le projet du génome humain, qui était de cartographier notre génétique. Genre, tout provenait des gènes. Et moi, j'étais ce gars dans le fond de la salle qui disait, ce n'est pas que les gènes. Alors, ils me regardaient comme un gars bizarre et ne voulaient rien entendre. Ça ne collait pas avec l'histoire conventionnelle. En fait, la première fois que j'ai donné une conférence devant mes collègues, j'avais quitté l'université, mais je suis revenu après car j'avais besoin d'une audience scientifique pour décrire ce sur quoi je travaillais. À la fin de mon discours, je leur dis, merci beaucoup. Dans cette salle, remplie de gens qui ne faisaient que me regarder, sans un mot. Je me suis senti mal, j'étais devant l'audience, j'avais dit merci, et ils me regardaient. Et un gars, au fond de la salle, m'applaudit 2 fois, je m'en rappelle parfaitement. Quand il a fait ça, tout le monde s'est tourné vers lui. Alors il a reposé ses mains sur son bureau, puis, environ une minute plus tard, tout le monde s'est levé, et ils sont tous partis. Tous mes collègues. Je pensais que j'étais devenu fou. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi ce genre de choses arrive? Car nous pensons que la science est basée sur des faits. Mais la science est basée sur ce qui est en vogue. C'est basé sur des tendances. Comme toutes ces choses à l'époque de Galilée. Chaque fois qu'un scientifique est arrivé avec une nouvelle idée, il a été déclaré être bizarre, fou, ou à côté de la plaque. Puis ces nouvelles idées prennent place. Ou parfois ils sont juste l'excentrique du groupe. Oui, mais c'est là qu'ils doivent faire la différence. Oh, il est bizarre, alors je l'évite, mais une personne intéressante se cache derrière cela. Donc les faits étaient là. Mes recherches étaient reproduisibles chaque jour, et on pouvait prédire le résultat. Le truc, c'est que la prédiction veut dire que vous comprenez quelque chose. Si vous pouvez le prédire avant que cela n'arrive, alors vous savez comment ça marche. Mes prédictions étaient toujours justes. Elles ne collaient juste pas à la pensée conventionnelle. Je devais donc faire un choix. J'étais un hérétique. On me disait que je me trompais, et je disais que non. À chaque fois que je vérifiais les recherches, les résultats provenaient de différentes sources, de différents endroits. Alors, je m'y suis tenu. Et cela a pris près de 20 ans, avant que la science reconnaisse ce dont je parlais, et lui attribue le nom d'épigénétique. C'est la nouvelle science. Qui est donc la croyance qu'à travers nos comportements, vous pouvez altérer vos gènes, les transmettre et les exprimer différemment. Je choisis peut-être mal mes mots. C'est très proche. Les gens en parlent aujourd'hui comme d'une réalité. Bien que ce n'est pas encore très bien compris ou totalement cru. Ça l'est aujourd'hui. C'est une vraie science. Une science de pointe. Maintenant, je vais vous dire d'où vient le problème. Pas vraiment des scientifiques, mais de l'industrie pharmaceutique. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que l'industrie pharmaceutique a le monopole de la médecine. Si vous pouviez mettre ce genre de guérison dont je vous parle dans une capsule, il vous en parlerait. Mais c'est de la guérison par la conscience, et vous ne pouvez pas le vendre. Résultat, ils ne sont pas intéressés par cela. Ils gâchent alors d'énormes sommes d'argent à trouver les bons scientifiques issus des écoles de médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous comprenez l'épigénétique, vous n'avez plus besoin de l'industrie pharmaceutique.
Vous vous rendez alors compte que ce n'est pas l'intérêt de l'une des plus grandes industries de cette planète, de dire aux gens, vous pouvez vous soigner sans médicaments, vous savez.